Il est 8h08 sur studioqualita.com et je suis heureux d'être avec notre ami Mauricie Fergan. Mauricie Fergan, shalom. Bonjour Daniel. Alors je ne vais pas jouer avec vous le jeu du vouvoiement, nous allons nous tutoyer sur cette radio parce qu'on se connaît depuis pas mal d'années. Je rappelle que tu es, Maurice, tu as été pendant près de 15 ans, on va dire, le directeur des programmes et des émissions de Kol Israël en français. Et c'est bien entendu à ce titre que nous voudrions t'interviewer ce matin après la décision, en fait après la fermeture de facto de Kol Israël, la fermeture de tous les programmes de Reshut HaShidur, l'office de radio et de télédiffusion israélien. Hier, une décision qui est intervenue, on va dire, très subitement, même si d'une certaine manière on s'y attendait un peu. Alors d'abord, Maurice, qu'est-ce que tu as, toi, ressenti hier en tant qu'ancien directeur de ces programmes de Kol Israël en français? Tout d'abord, une très grosse tristesse. C'est vraiment une page d'histoire qui s'est tournée. Là, on a compris que c'était fini. Le service d'information publique a tourné une page. Alors, est-ce qu'il va y avoir une nouvelle page qui va s'ouvrir avec de nouveaux moyens? C'est la question que tout le monde se pose. Mais c'est vrai, comme tu l'as dit, Daniel, ça faisait au moins déjà près de 10 ans qu'on savait qu'on approchait de la fin, que les autorités ne comprenaient plus très bien comment tout cela fonctionnait, comment remettre de l'ordre dans cette énorme machine que constituait l'Office de télévision et de radio publique israélienne. Alors, depuis 10 ans, il y avait des négociations. C'est arrivé un peu subitement. Je crois qu'on a tué le poulet un peu vite et sans trop de cavote, sans trop d'honneur, et c'est très dommage. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer de quoi souffrait en fait l'Office de radio-télédiffusion israélienne? On a parlé de problématiques avec les techniciens, on a parlé de salaires mirobolants pour certaines personnes, on a parlé même de gens qui recevaient un salaire sans rien faire pendant de nombreuses années. C'était quoi la maladie chronique de Reshut HaShidur? D'abord, Daniel, il faut déjà faire une différence entre trois éléments. Il y a d'abord les journalistes de terrain, les journalistes de studio, ceux qui donnaient l'information, qui faisaient leur travail vraiment de façon totalement dévouée. Maintenant, il y avait une deuxième chose, une direction et une administration un peu surdimensionné par rapport à ce groupe de journalistes. Il faut dire aussi qu'il y avait pratiquement 2 ou 3 administrations, puisqu'il y avait une administration pour la radio, une administration pour la télévision et une administration centrale, ce qui faisait que finalement il y avait des gens qui n'avaient pas grand-chose à faire. Il y avait un chômage un peu camouflé et effectivement des salaires un peu gonflés. Enfin, il y avait des techniciens qui, eux, étaient très très bien organisés sur le plan des syndicats, de leur représentation, et qui arrivaient à négocier des salaires et des conditions de travail exceptionnelles. Je voudrais juste, Daniel, vous donner un exemple. Je veux dire, à l'Office de radio-télévision israélienne, les journalistes avaient obtenu de ne travailler que 4 shifts, 4 fois par semaine. C'est-à-dire que au lieu de travailler comme tout le monde 5 fois par semaine, on travaillait que 4 jours par semaine. Le reste était payé en heures supplémentaires, et souvent en heures supplémentaires totalement fictives. Mais cela ne veut pas dire que ces journalistes ne faisaient rien. Au contraire, ils étaient totalement dévoués, mais il y avait des règles qui venaient de peut-être, alors l'histoire de l'Office de radio-télévision qui avait un peu retranscrit les règles de fonctionnement de la BBC des années 50, et c'était une administration totalement inefficace. Alors peut-être archaïque même, et donc peut-être qu'il y avait véritablement besoin d'un changement, d'une réforme. À ton avis, il y avait besoin de créer quelque chose de nouveau, ou on aurait pu réformer de l'intérieur Reshut HaShidur? Je ne peux pas répondre à cette question, c'est très difficile. Il y a eu des sociétés qui sont venues analyser dans tous les sens comment fonctionnait Reshut HaShidur, l'Office de radio-télévision. Ça a été, chacun a tiré des conclusions différentes. C'était très 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 difficile. C'était un espèce de vieux dinosaure où on ne comprenait pas très bien comment il survivait. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que la radio publique israélienne fonctionnait, était rentable, alors que la télévision, au contraire, était absolument pas rentable, vu qu'elle ne vivait pas de la publicité, mais de la redevance, alors que la radio, elle, vivait de la publicité, et ça lui permettait effectivement de dégager des bénéfices qui étaient engloutis dans la télévision. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ce
qui vraiment était à repenser, mais peut-être pas de cette façon aussi cruelle, c'était cette notion de service public. C'est-à-dire que dès le moment où la direction de l'Office de radio-télévision s'est mis en concurrence avec d'autres médias privés qui, eux, l'objectif était de gagner de l'argent, cette concurrence a tué l'esprit de service public, c'est-à-dire quelle information nous devons amener au public. Et là c'était là qu'il fallait repenser complètement l'Office. Alors, avant de revenir sur les instants historiques, on va dire, de Kol Israël, votre expérience, vos souvenirs qui vous ont marqué de votre passage, donc de nombreuses années, plus de 25 ans, je pense, sur Kol Israël en français, je voudrais parler un peu justement de ce service de Kol Israël en français qui, on va dire, a connu au cours des 20-30 dernières années une lente dégradation. On avait le sentiment que pour les Israéliens et bien pour la direction du Reshut HaShidur, eh bien les programmes en langue étrangère n'étaient plus une priorité alors qu'ils l'avaient été, en particulier au moment de la création de l'État d'Israël. C'était ce sentiment que vous aviez Daniel, il est très juste de parler de sentiment parce que dans la réalité, c'était un peu différent. C'est vrai que l'Office a tout fait pour rendre cette diffusion en langue étrangère efficace. On est passé de, je ne sais pas si vous vous souvenez, on diffusait à l'époque sur la première chaîne de radio, ensuite on est passé dans une deuxième chaîne qui s'appelait Reka, la chaîne de toutes les langues, qui diffusait dans le monde entier. Pour les Olim, quoi. Pour les nouveaux immigrants, on était diffusé en longues ondes. Et dès le moment où ces ondes ont été annulées, on est passé sur le réseau Internet. Il y avait un effort de fait pour ça. Mais maintenant, le problème, c'était les moyens. Dans les moyens, cette direction ne comprenait pas l'importance de transmettre de l'information dans diverses langues étrangères à des populations qui étaient perdues en Israël ou dans le monde et qui ne comprenaient pas ce qui se passait dans ce pays. Pour exemple, moi, quand j'ai commencé à Kol Israël en français dans les années 90, nous étions entre 15 et 20 journalistes. Quand j'ai fini, nous étions 3 ou 4 journalistes et peut-être pas à plein temps. Vous voyez comment la situation s'est dégradée. Maintenant, il faut dire une chose, et ce qui est important à dire, c'est que on diffusait dans une vingtaine ou une trentaine de langues, mais il y a des langues qui étaient privilégiées dans l'Office, des langues étrangères. Le russe, le yiddish tout d'abord et le ladino qui étaient protégés par la loi, le russe, l'anglais et le français et sont des langues protégées par la loi et que l'Office était obligé de prendre en compte et de diffuser dans ces langues. Maintenant, la quantité, les moyens mis en œuvre n'étaient pas définis par la loi, ce qui fait qu'au bout d'un moment, la direction nous a lâchés plus ou moins. Alors, je le disais tout à l'heure, Kol Israël a accompagné, on va dire, l'histoire de l'État d'Israël depuis sa création et même depuis avant, puisque avant ça s'appelait Kol Yerushalayim et qu'elle a commencé à émettre il y a plus de 80 ans. La première émission de Kol Israël a été en fait tout simplement l'émission de la déclaration de l'indépendance de l'État d'Israël par David Ben-Gurion le 14 mai 1948. Depuis, il y a eu de nombreuses émissions. Il y a eu bien entendu toutes ces voix qui ont percé l'histoire d'Israël, en particulier puisque nous sommes à 50e anniversaire de la réunification de Jérusalem, la conquête de Jérusalem, le Harabaït Beyadenu qui a été diffusé presque en direct sur les ondes de Kol Israël. Alors, je voudrais, on en a beaucoup parlé, ceux qui ont entendu hier les émissions de Kol Israël ont pu, avec une certaine nostalgie, écouter certains de ces extraits. Alors, je voudrais qu'on se focalise avec toi, Maurice, sur les programmes de Kol Israël en français. Quelles anecdotes tu conserves de ton passage sur les ondes de Kol Israël en français ? Ah, Daniel, c'est difficile parce que j'ai presque passé 25 ans, c'est-à-dire beaucoup de temps. Mais je crois que le moment le plus impressionnant, c'était la guerre du Golfe. C'était pratiquement mes débuts à la radio. Nous étions enfermés dans des studios plus ou moins calfeutrés avec un système d'aération archaïque en cas d'attaque chimique. Et nous ne pouvions pas sortir à l'extérieur. Nous avions nos masques à gaz comme ça dans des boîtes en carton. Et il fallait mettre
tenir la population avide d'informations au courant de ce qui se passe, leur dire quand il y a une alerte, qu'est-ce qu'il fallait faire en cas d'alerte. Et on avait l'impression vraiment d'une intimité énorme avec le public, de leur donner une information vitale pour eux, c'est-à-dire ils étaient enfermés, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans des chambres closes comme ça, avec du scotch sur les fenêtres. Personne ne savait vraiment ce qui se passait. Et il fallait transmettre cette information. On savait qu'elle était vitale pour les gens. Est-ce qu'il faut sortir de la maison? Est-ce qu'il faut rester dans les chambres? Est-ce qu'on peut sortir? Toutes ces informations-là étaient des informations dans l'esprit réel du service public, c'est-à-dire aider les gens dans des situations extrêmement complexes. Le sentiment d'être à la fois un journaliste et une sorte d'émissaire qui remplit une mission importante pour l'ensemble de la population, ou en tout cas pour les francophones en particulier. Je pense, oui, parce que par exemple aussi, cette seconde guerre du Liban a été pour nous une expérience assez incroyable. C'est-à-dire que il y avait des centaines de roquettes Katyusha qui étaient tirées du Liban sur le nord d'Israël. Il y a des gens qui nous téléphonaient de Sfat ou de petits villages en français, nous disaient, écoutez, on vous remercie, on ne sait pas ce qui se passe, on est dans nos abris, on ne comprend rien. Merci de nous dire qu'est-ce qui se passe, de nous dire quand des roquettes sont tirées, de nous dire quand il faut aller aux abris. Nous avions une relation pratiquement directe avec les auditeurs. C'était pas des millions d'auditeurs, c'était peut-être des centaines ou quelques milliers dans le nord du pays. Mais on les a encore une fois aidés. On a essayé d'organiser des transports de nourriture, de l'aide à tous ces gens qui étaient enfermés pendant quelques semaines dans des abris sans savoir ce qui se passait à l'extérieur. Alors, tu m'as dit aussi que, et on le sait, Kol Israël a émis en français, au-delà des mers, on va dire, et des milliers de juifs francophones ont entendu les émissions de Kol Israël en français. Et tu me racontais hier une anecdote particulièrement émouvante à ce sujet. Oui, c'est vrai, le directeur de la radio de l'époque n'avait pas le temps de recevoir une délégation de représentants du judaïsme français. Je ne sais plus très bien de qui il s'agissait. Il m'avait demandé donc de recevoir ces gens et de leur faire visiter les studios de la radio israélienne qui se trouvait à l'époque à Elena Malka, dans un vieux bâtiment éthiopien assez impressionnant. Et donc j'avais reçu cette délégation, je leur ai expliqué que j'étais le directeur des informations en français et que voilà comment on diffusait. Et il y a un vieux monsieur qui s'est levé avec un petit chapeau comme ça, en feutre, et il s'est levé, il est venu, et m'a dit, vous êtes le directeur des informations en français de Kol Israël? Je lui ai dit, oui, monsieur. Il m'a pris la main, il m'a embrassé. Alors j'ai tout de suite retiré cette main, je lui ai dit, mais écoutez, monsieur, c'est pas une mezouza. Il m'a dit, mais monsieur, vous ne savez pas, je vous ai entendu toute ma vie sous des couvertures, cachées sous des couvertures. Au Maroc, on écoutait vos émissions religieusement, et pour lui, c'était pratiquement un miracle de voir la voix qui émettait de Jérusalem. Et d'ailleurs, Daniel, jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui me reconnaissent, du moins dans la voix, et qui me demandent de leur dire cette fameuse phrase. Si je peux me permettre, je peux vous la dire. Avec plaisir. On ouvrait nos informations en disant « Kol Israël, la voix d'Israël émettant de Jérusalem, il est 7h15. Voici nos informations. » Cette phrase-là a marqué des esprits pendant des générations, à tel point que j'ai eu l'occasion aussi de rencontrer plusieurs fois Arkady, qui a fait ce film pour Sacha, je ne sais pas si vous vous souvenez. Oui, bien sûr. Et le film ouvre sur la voix de Colette Ariel, une de nos vieilles journalistes qui est aujourd'hui décédée, et qui annonçait Kol Israël, la voix d'Israël, émettant de Jérusalem, il est 7h, voici nos informations, les chars égyptiens sont entrés en Israël. C'était le début de la guerre des 6 jours. Le film commence par cette phrase-là. Et lorsque j'ai demandé au réalisateur pourquoi, il m'a dit, mais vous vous rendez pas compte, c'est toute notre vie. Nous étions accrochés à la radio pour savoir ce qui se passait en Israël. Eh bien, Maurice Ifergan, merci de nous avoir fait partager ces quelques instants de nostalgie et merci de nous avoir permis de comprendre un peu mieux pourquoi c'est cette Reshut HaShidur, cet office de radio et télédiffusion israélienne, avait fermé presque subitement ses portes hier et on ne peut que souhaiter que le nouveau consortium médiatique qui doit se lancer peut-être la semaine prochaine, tout est encore assez éphémère dans ce domaine, puisse avoir une tradition aussi solide et jouer un rôle aussi important que ne l'a joué Reshut HaShidur, que ne l'a joué Kol Israël, que ce soit en hébreu ou en français. Merci d'avoir été avec nous ce matin et shalom, à bientôt. Shalom.